incontournable car, vu son CV, il est vraiment quelqu'un que nous devons acclamer avant même que je ne puisse vous dire quelles sont les œuvres qu'il a pu accomplir. Dr Massoud Hamani est diplômé au département des sciences politiques de l'Université de Gombe au Nigeria, où il a obtenu sa maîtrise en 2012. Sa carrière professionnelle passe par plusieurs stages au ministère des Affaires étrangères, à la HACP, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, et un service civique au ministère chargé des relations avec les institutions. Il occupe aussi plusieurs postes de responsabilité dans les ONG internationales, telles que Concern Worldwide. Il continua son parcours académique avec un master en relations internationales à l'université Yildirim Beyazit d'Ankara, en Turquie. Il poursuit son cursus doctoral dans la même université, où il est en phase finale de son doctorat en relations internationales et études stratégiques. Il est présentement consultant indépendant et chercheur affilié au Centre de réflexion stratégique d'Ankara. Que cette conférence soit un moment d'inspiration, d'apprentissage, de connexion. Je vous souhaite à tous une expérience enrichissante et mémorable. Sous vos ovations, veuillez acclamer M. Massoud, s'il vous plaît. Les fleurs et les roses qui m'ont été jetées, je dirais que j'en suis flatté. Où deux pays se sont retrouvés à la tête du monde, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique. Ils étaient les deux grandes puissances, ou les superpuissances, économiquement, militairement, politiquement. Ces deux pays avaient façonné la façon dont le monde évoluait. Ces deux pays-là détenaient le pouvoir de vie ou de mort sur chaque État. Ils avaient le pouvoir de détruire, de construire ou de déconstruire un État. Et ceux qui n'ont pas accès à la mer, alors le fait qu'ils n'ont pas accès à la mer, ce sont des pays défavorisés. Mais ce qu'on refuse de vous dire, ou ce qu'on ne vous dit pas intentionnellement, c'est que ces pays sont les pays les plus stratégiques à l'heure actuelle dans l'Afrique. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va expliquer pourquoi. Donc, si seulement ces pays savent mettre en valeur leur géographie, si seulement ils savent, ils seront les pays les plus stratégiques. Tous ces pays, soi-disant les pays du littoral avec les pays côtiers, vont venir plier les genoux et nous demander. Et c'est en ce sens que la géographie joue un rôle important. Aussi, les atouts militaires et leurs conséquences sur sur les ressources naturelles. Pourquoi on parle des atouts militaires aujourd'hui? On parle toujours des puissances militaires. On parle de l'arme atomique. Toujours. Parce que quelqu'un qui dispose, imaginez, nous sommes dans une classe, ici, dans cette salle, chacun dispose d'un bâton. Mais je dispose d'un pistolet. Si je dis tout celui qui se lève, je le tire dessus, tout le monde va s'asseoir. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Tous les pays ont des armes. Mais ce n'est pas tous les pays qui ont les armes nucléaires. Si vous ne faites pas ce que je veux, alors je vous avertis. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pourquoi je vous ai donné l'histoire de l'invasion de l'Irak en 1991, l'invasion de la Yougoslavie et la destruction de la Yougoslavie en 1999, en 2001 l'Afghanistan, en 2003 encore l'Irak une deuxième fois, parce que le Bush père a échoué en 1991, c'est le Bush fils qui prend la revanche. En 2010 la Libye, puis la Syrie. Tous ces pays, en fait, on les détruit afin de renvoyer un message clair à certains pays qui refusent de se soumettre au dictat de l'Occident. Et l'un des termes fallacieux qu'on utilise, c'est au nom de la démocratie, on va aller apporter la démocratie en Irak. On a détruit l'Irak. On va aller apporter la démocratie en Libye et on a détruit la Libye. Et tout récemment, on a voulu amener la démocratie au Niger et on a voulu utiliser les Africains pour arriver à ce truc. Donc, maintenant, les enjeux géostratégiques constituent quoi? De s'approprier des ressources
géostratégiques et des territoires dans le monde. Qui contrôle certains territoires? Parce que le monde est composé de près de 200 pays, mais les zones stratégiques dans le monde ne dépassent pas 5 zones stratégiques dans le monde. Donc 2 zones stratégiques sont en Afrique. Sur les 5 zones les plus stratégiques au monde, 2 se trouvent en Afrique, principalement. Et on va voir au fur et à mesure qu'on évolue. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet de la présentation. Quels sont les atouts stratégiques du Niger et du Sahel? J'ai dit que le Sahel et le Niger, on ne peut pas les séparer sur 2 choses qui font une. Et pourquoi est-ce qu'on s'acharne dessus? D'abord, il y a la géographie, les ressources naturelles et les ressources humaines. La géographie du Sahel, bien qu'en grande partie désertique, aride ou semi-aride, est en fait la seule partie de l'Afrique qui connecte les 4 zones géographiques et géopolitiques de l'Afrique. Si on inclut le Tchad, bien sûr, comme je l'ai dit, le Tchad, c'est la dernière pièce du puzzle qui manque, mais qui ne tardera pas à venir. Le Sahel, cette bande méridionale, est la jonction entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire, à partir de cette bande du Sahel, si vous avez une base de drones dans n'importe lequel de ces pays, ou si vous contrôlez ces pays, vous pouvez avoir une projection sur toute l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'en Égypte. Sur toute l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Nigeria, sur toute l'Afrique centrale, du Cameroun jusqu'au Congo, et l'Afrique de l'Est, du Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle en fait le centre névralgique de l'Afrique, parce qu'il n'existe aucune autre zone de l'Afrique qui a cette position géostratégique. Et c'est pourquoi ces puissances veulent toujours maintenir une présence. C'est pourquoi des pays comme les États-Unis étaient prêts à aller à l'encontre de leur principe sacro-saint, qui est la démocratie, de soutenir, de nommer un ambassadeur pendant un régime, je dirais un régime de transition militaire, qu'on qualifie d'État, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre cette position géostratégique, parce qu'aucun autre pays dans l'Afrique ne leur offrira cette position. Et tant qu'on ne le sait pas, on va se faire berner. Mais quand on le sait, on saura maintenant ce qu'il en est. Ensuite, les ressources naturelles. Quand on parle de ressources naturelles, vous savez, les gens toujours voient seulement des choses. Mais les ressources naturelles sont classées en 3 catégories. Vous avez les ressources énergétiques, le pétrole, le gaz, le charbon. Vous avez les ressources stratégiques, l'uranium, le tungstène. Vous avez les ressources critiques, telles que le cobalt, le coltan, le lithium, etc. Ce sont ces 3 catégories de ressources qui constituent le socle de l'économie mondiale aujourd'hui. Tout celui qui ne dispose pas de l'énergie aujourd'hui ne peut pas développer. Si aujourd'hui nos pays ont des difficultés, c'est parce que nous avons un problème d'électricité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources, mais c'est parce qu'on n'a pas l'énergie, on ne sait pas transformer. Donc, ça, c'est les atouts de l'AES, du Sahel. Ensuite, les ressources humaines. Les ressources humaines, vous me direz que peut-être nous avons le taux le plus bas de l'éducation. Mais c'est qu'il faut comprendre que le monde, la population mondiale est en train de décliner. Décliner en termes de nombre, mais aussi décliner en termes d'âge. L'Europe, ce qu'on appelle le vieux continent, pas parce que c'est pas parce que c'est le plus vieux continent du monde. En termes, en fait, l'Europe occidentale, c'est la plus jeune des civilisations. En termes de civilisation, c'est la civilisation la plus jeune, la moins civilisée du monde. Parce que, vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, 2500 ans, pendant que certains pays africains avaient des civilisations, ils érigeaient des bâtiments à la gloire de leurs ancêtres ou à la gloire de leur divinité, beaucoup de ces soi-disant pays civilisés de l'Occident vivaient dans les cavernes, les gens vivaient dans les cavernes. Et c'est la raison pour laquelle on les appelait les Caucasiens. Parce que leur origine venait des montagnes du Caucase. Bref, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui veulent étudier, s'adonner à l'étude des civilisations pour comprendre en fait tous ces facteurs-là. Donc les ressources humaines, nous avons les populations les plus jeunes. Nous avons la croissance la plus élevée au monde, même si certains disent de manière ironique que un pays ne peut jamais se développer si les femmes ont 7 femmes par enfant, 7 enfants par femme. On pourra mettre tout l'argent du monde, ne va jamais se développer.
Tout ça, c'est une façon ironique de nous culpabiliser. Mais une jeune population, c'est le futur, c'est l'avenir. Parce que si vous n'avez pas de jeune population, peu importe votre économie, votre pays est destiné à la faillite. Donc ça, ce sont les atouts du Sahel. Maintenant, en parlant de la géographie, j'essaie juste un peu d'illustrer. Quand vous prenez, j'ai inclus le Tchad ici, la Mauritanie, qui est naturellement partie de l'espace, mais qui n'est pas aussi stratégique. Quand vous prenez tous ces pays, vous avez en haut le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui n'est pas bien visible, la Libye et l'Égypte. Vous avez plus en bas, depuis le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Ghana, Bénin, Togo, le Nigeria. Et vous avez un peu plus en bas le Cameroun, la République centrafricaine et la DRC par extension. Et vous avez plus à l'est le Soudan du Sud, l'Éthiopie et l'Érythrée qui ne figurent pas sur la carte. En fait, c'est pour vous dire que géographiquement, ces pays-là constituent le pont. Et imaginez un seul instant, avec les richesses en fer que ces pays disposent, si le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad disent, nous allons créer un système de chemin de fer qui va relier toutes les capitales du Nord, c'est-à-dire Rabat, Casablanca, Alger, Oran, Tunis, Tripoli, Benghazi, avec toute la partie du golfe de Guinée, on sera incontournable. Tout le monde connaît aujourd'hui le projet One Belt, One Road de la Chine. N'est-ce pas? La route de la soie. La route de la soie, c'est quoi? C'est un projet multimilliard sur lequel la Chine est en train de miser sur les chemins de fer. Parce que si demain il y a un conflit global, un conflit généralisé dans le monde, toutes les transactions maritimes vont être suspendues. Seulement les chemins de fer qui vont être... Et si aujourd'hui le Sahel arrive à mettre en place le projet Sahel Railways qui existe déjà, le Sahel sera la pièce tournante du développement économique de tout le continent. Alors, les ressources naturelles. J'ai parlé tout à l'heure des ressources énergétiques. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quel pays, ce matin, en venant ici, je discutais avec certains camarades des potentialités énergétiques du Niger. Nous avons en premier lieu le charbon, qui est la première source d'énergie et la moins chère. Puis le gaz, le pétrole, l'uranium. Puis vient le renouvelable qui est une fallacie, qui est des choses qu'on avance. Tout pays, aujourd'hui vous prenez un exemple, la Turquie aujourd'hui, elle n'a que le charbon, un peu du gaz dans la mer Noire. Le prix du gaz est élevé. Nous au Niger, on a tout ça, plus que même ça. Nous avons de l'uranium, l'une des plus grandes réserves du monde. C'est-à-dire des pays aujourd'hui, quand vous prenez l'Occident, dans toute sa grandeur, aujourd'hui de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ne disposent de rien de tout ça. Peut-être à part quelques mines de charbon en Allemagne et en Pologne, il n'en est rien là-bas. Si aujourd'hui les pays africains, les pays sahéliens disent nous allons utiliser notre charbon, notre pétrole, notre gaz, l'Europe sur 10, 15, 20 ans va se retrouver le pays du tiers-monde. Ça c'est inévitable, c'est une équation à une seule économie. Donc il leur faut obligatoirement avoir un monopole, un contrôle sur les ressources énergétiques que réserve le Sahel. Les matières premières critiques. Quand on parle de matières premières critiques, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le coltan, le cobalt, le lithium, le tungstène, le molybdène, etc. Mais toutes ces matières-là, à quoi elles servent? Tout ce qu'on utilise comme téléphone, comme technologie, comme énergie renouvelable, c'est exclusivement à base de ces ressources naturelles. Et vous avez les pays occidentaux qui avancent le projet d'énergie renouvelable, l'énergie verte. Mais aucun de ces pays n'a ces matières-là. Vous imaginez des gens s'assoient en Europe là-bas et conçoivent un projet. Nous allons développer le monde, nous allons changer la face du monde, l'énergie verte. Et l'énergie verte, elle consomme du lithium, du cobalt, du coltan, du tungstène. Mais ces gens-là, ils n'en disposent rien. Et ils se rendent compte qu'il y a deux parties du monde qui disposent de cela. La Chine et l'Afrique. Le cobalt, le coltan, c'est les deux parties du monde qui disposent à cet été. La Chine, elle contrôle les siens. L'Afrique appartient à tout le monde. Pour le lithium, il y a une partie en Chine. Certes, une grande réserve. Mais l'Afrique, c'est la réserve de tous les bénéfices. Donc, vous avez des gens qui s'assiedent là-bas
à Davos, dans le Conseil européen, ils discutent des stratégies, ils discutent des énergies et des réserves. On fait tous les plans et après on fait un sommet France-Afrique. Sommet Italie-Afrique, on amène les dirigeants africains, on dit voilà, on vous donne 5 milliards pour tous les 54 États. Et vous allez signer ces protocoles, ces accords pour l'énergie. Vous allez fournir l'énergie à l'Italie. Vous allez ouvrir vos pays. Nos usines vont venir à prendre tous les minéraux chauds. Et on vous dit, on va vous donner 10%, 15%, on garde le reste. Si vous dites que vous ne voulez pas, alors d'un coup, vous allez voir des terroristes, des groupes armés, tels que les M23, Al-Qaïda, Mojao, et ainsi de suite. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réserves en eau souterraine. Beaucoup d'entre vous ignorent, en fait, pourquoi est-ce que l'eau potable va être source de guerre et de conflits dans les décennies à venir. Il faut aussi savoir que dans les pays soi-disant développés, l'eau que l'on consomme au robinet, dans les robinets, c'est de l'eau recyclée, souvent 2, 3, 4, 5 fois. Dans beaucoup de pays d'ailleurs, aux États-Unis, en France, en Allemagne, c'est de l'eau recyclée. Parce que l'eau souterraine est finie, elle est plus épuisée. L'eau de surface, elle est polluée par les grandes industries. Donc on recycle l'eau de consommation, l'eau des toilettes. Mais le Sahara, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, à l'exception du pôle Nord, bien sûr, qui est de l'eau douce glacée. Donc les réserves en eau douce, beaucoup d'entre nous sont au courant de ce que Kadhafi a fait dans son pays. On a dit The Great Man-Made River, c'est la grande rivière artificielle que l'on a créée. Donc tout cela font partie de ces ressources convoitées. Maintenant, pour les ressources humaines dont je parlais, vous avez un graphe ici qui commence de 1950 et qui fait une projection sur 2050, c'est-à-dire sur 100 ans. Quand vous prenez la partie Afrique qui est en bleu, aujourd'hui, représentait à peine un tiers de la population européenne. Vous savez, cette petite partie qu'on appelle l'Europe, on ne parle pas des pays de l'Europe de l'Est, la Pologne ou autre, on parle de l'Europe de l'Ouest, en particulier cette Europe soi-disant développée, industrialisée, avancée, faisait 3 fois la population africaine dans les années 50. Et beaucoup d'entre vous, comment est-ce que au 19e siècle, les Européens sont venus coloniser l'Afrique? Un petit exemple, en 1900, la population africaine était estimée à 120 millions d'habitants, sur 30 millions de kilomètres carrés. Si vous faites le ratio, vous avez moins de 5 personnes par kilomètre carré. Un espace géant. Et pendant ce temps, en Europe, vous avez plus de 480 millions. C'est-à-dire l'Europe était 4 fois plus peuplée que l'Afrique. Il y a 4 Européens pour un Africain. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique a été colonisée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'Europe qui est en verte aujourd'hui a des problèmes à croître. Pendant que l'Afrique est en train de devenir 3 fois plus nombreuse que l'Europe. Si il y a 150 ans ou 200 ans, un Africain pour 4 Européens, l'Afrique a été colonisée. Alors si aujourd'hui nous avons 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi selon vous, il y a toute cette hystérie dans les médias du grand remplacement, de la migration par la Méditerranée? Il y a une certaine psychose dans la mentalité de certains individus en Europe, tout simplement parce qu'ils savent ce qu'il en était, parce qu'ils connaissent l'histoire. Et ils ont peur de ce qui va se passer. Et deuxièmement aussi, une fois que ces populations atteignent un certain niveau, ces populations vont dire, mais alors, écoutez, nous avons besoin de nos ressources. Et si nous avons besoin de nos ressources, ces pays-là qui soi-disant sont développés, qui va leur donner ces ressources-là? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'eux, ils se posent. Donc c'est pourquoi vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que nous en Afrique, on vit chez nous, et d'autres sont là en train de se mêler de nos affaires? C'est eux qui viennent nous dire, ah non, il faut qu'on fasse la démocratie. Ah non, celui-là est mal élu, celui-là est démocratiquement élu. Pourquoi tout cela? Parce que leur vie, leur survie dépend de ce qu'il y a dans nos sous-sols. Et certains d'entre nous le savent, mais une grande partie d'entre nous ne sont pas au courant. Alors on continue dans les enjeux de la zone du Sahel maintenant. Quels sont les enjeux? Pourquoi tout d'un coup on entend parler de la propagande russe? On a entendu aussi un moment le président français en personne dire que
Si les Africains aujourd'hui se révoltaient, ils parlaient d'un truc qu'ils appelaient sentiment anti-français, entre guillemets, et ils accusaient la Russie, la Chine, la Turquie d'être derrière cela. Vous savez, c'est quoi la portée de cette accusation? C'est que dans son psyché, lui et beaucoup d'autres occidentaux, avec des antécédents racistes et néocoloniaux, ils pensent que l'Africain n'a pas la capacité psychologique, mentale et intellectuelle de se révolter contre une injustice face à son égard. Il faut que quelqu'un, un Chinois, un Russe, vienne lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est là, c'est extrêmement grave. Quand quelqu'un dit que non, non, les révoltes en Afrique, c'est instigé par la Russie, c'est instigé par la Chine. Je pense que chaque Africain doit être révolté. Parce qu'on croit que vous n'êtes pas intellectuellement assez stable pour cela. Mais de l'autre côté aussi, on utilise cela une façon de nous berner, une façon de nous leurrer. En ce qui concerne les enjeux, on a classé les enjeux en trois. Les enjeux géopolitiques, les enjeux géoéconomiques et les enjeux stratégiques. Pour les enjeux géopolitiques, ce qui est en train de se passer, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le déclin de l'Occident et du monde unipolaire et la montée en puissance des forces non occidentales. Quand on parle des forces non occidentales, de quelle puissance on parle? On parle de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de la Turquie, n'est-ce pas? On parle d'autres pays. Mais malheureusement, on ne parle pas de l'Afrique, même si l'Afrique du Sud est dans le BRICS. La perte des territoires considérés comme des cours arrière. Aujourd'hui, tout le monde sait que la France a toujours considéré les territoires comme étant sa cour arrière. Et aujourd'hui, si la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est tout simplement parce qu'elle a le droit de veto sur les pays africains. Elle a le monopole. En fait, c'est le porte-plume de l'Afrique. C'est elle qui parle au nom de l'Afrique. Et le troisième point, géopolitique, j'ai dit réalisme contre le libéralisme. Un peu théorique, c'est vrai. Mais de manière simple, ce qui veut dire, c'est que le monde occidental est en train de chuter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de contrôler le monde à travers des institutions internationales. S'ils ne peuvent plus contrôler les États, État par État, parce que ces États sont en train de devenir incontrôlables, alors on essaie de prendre en otage les institutions telles que la CEDEAO, l'Union africaine et les autres institutions. On les finance et on les amène des réformes. Réformes sur la démocratie, sur la gouvernance, sur la paix et la stabilité, sur la non-concurrence. Et c'est à travers ces institutions que vous atteignez, vous vous attachez dans ces institutions. On a créé la CEDEAO, par exemple, pour notre développement commun. On a sacrifié une partie ou une petite partie de notre souveraineté pour le bien commun. On a ouvert nos frontières pour un commerce commun. Mais tout en bas, des puissances sont venues, comme le cheval de Troie, et ce sont ainsi comme des virus. Ils ont pris en otage ces institutions. Et au lieu que nous commerçons entre nous, non, c'est les produits extérieurs qui viennent et qui circulent librement chez nous. Ce sont ces puissances. Nous avons tous vu comment, lors du sommet de la CEDEAO, les représentants européens sont là dans le sommet de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Est-ce que vous avez une fois vu un Africain se pointer au sommet de l'Union européenne? Vous savez, la vice-présidente adjointe du secrétaire d'État américain, Molifi, qui était venue dans les derniers sommets de la CEDEAO, pour dire elle a tweeté sur Twitter, je suis à Abuja pour prendre part au sommet sur le Niger. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Vous voyez en fait la portée. Personne, vous ne verrez jamais un Africain en Asie, en Europe, où il va dire non, je suis venu pour voir parce que la Pologne refuse de prendre les migrants africains. Non, je suis venu pour voir. Non, personne n'invite l'Africain. Mais dans les affaires africaines, tout le monde s'invite. On doit se poser des questions. Pourquoi cela? Et comment cela s'est fait? Comment ils arrivent à faire cela? Donc, à travers le libéralisme, ce qu'ils appellent l'ultralibéralisme, on libéralise le monde, on utilise la démocratie afin de vous inviter. Mais le réalisme dit quoi? Il dit chaque État est souverain et chaque État est autonome. C'est à l'État de déterminer sa vision et l'État se place au-dessus des organisations. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'AES, entre le Niger, le Mali, le Burkina et la CEDEAO, c'est qu'ils refusent qu'une institution comme la CEDEAO le domine. Aujourd'hui, nous avons créé la CEDEAO comme un outil de développement et de prospérité, mais la CEDEAO veut aujourd'hui nous contrôler, jusqu'au point où on veut nous attaquer, soit on dit, mais imaginez si aujourd'hui,
ils avaient eu le succès d'attaquer le Niger et de détruire le Niger pour imposer la démocratie. Peu importe si la démocratie, ils ont raison ou pas. Imaginez si quelqu'un vient chez vous, vous tabasse, vous met à terre et vous impose un leadership. Et on accepte. Imaginez les conséquences que cela va avoir. Et pendant ce temps, des puissances externes, les États-Unis disent, nous sommes prêts à soutenir cela. Si cela, ça aurait été une horreur pour les Africains. Mais ce n'est pas fini. Le jeu continue. Alors, le prochain point, les enjeux économiques. On a parlé des réserves, la transition énergétique, les marchés de consommation, les armements. D'abord, le premier point, les ressources, je vous ai dit que le Sahel, c'est la plus grande réserve. On dit que le Congo, c'est un scandale, ou disons, la région des Grands Lacs, c'est un scandale géologique. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la zone du Sahel, plus particulièrement, la zone du Lutako-Goma, qu'on appelle abusivement la zone des trois frontières, c'est en fait un autre scandale géologique. Donc, contrôler ces ressources, c'est contrôler l'avenir de ces pays, mais c'est aussi contrôler l'avenir de ces pays. Maintenant, la transition énergétique. Imaginez un seul exemple. On nous dit de passer vers l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les barrages. Okay? Nous avons un exemple, la centrale Borubanda, qui est établie sur plus de 20 hectares. Plus de 20 hectares, mais qui ne fournit que 20 mégawatts. Vous voyez? 20 mégawatts, 300 000 habitations, maximum. Aucune industrie ne roule avec 20 mégawatts. Aucune usine. Vous ne pouvez même pas faire tourner une usine à lait avec 20 mégawatts. Alors qu'une usine de charbon, une centrale à charbon, peut produire jusqu'à 1000, 1500 sans problème, avec le même financement. Mais on nous dit non, il faut aller vers le renouvelable. Vous voyez? Et ce renouvelable-là dont on nous parle, frères et sœurs, comme je l'ai dit, ça se fera avec les ressources de l'Afrique. Et on nous dit que c'est l'énergie verte, parce que le monde ne sera pas pollué, n'est-ce pas? Mais le problème est que, pendant que les gens vont rouler dans des voitures électriques dans les pays développés, nous, en Afrique, nos terres seront dégradées, nos forêts seront dévastées, nos champs seront détruits, nos sous-sols et nos eaux seront pollués. Parce que vous ne savez pas que dans l'exploitation de toutes ces ressources-là, on utilise des produits toxiques tels que le mercure, la cyanure et autres. Donc on va venir enlever toutes ces ressources, faire des véhicules électriques, des turbines électriques, des éoliennes en Europe. Et 50 ans après, l'Afrique va se retourner et va regarder son environnement complètement détruit. Et pendant ce temps, les pays développés vont être dans un environnement serein, pristine, propre, sans pollution. Alors, dans ce jeu de dupes qu'on est en train de faire, soi-disant la transition énergétique, on doit se poser la question. Pendant eux qu'ils ont utilisé le charbon pendant plus de 200 ans, 200 ans d'utilisation du charbon, plus de 150 ans d'utilisation du pétrole, plus de 70 ans d'utilisation de l'énergie nucléaire, on veut nous dire stop, on arrête, on n'utilise plus cela, on va aller vers l'énergie verte. Ils se sont développés, ils ont atteint un certain niveau. Nous, on n'a même pas décollé, on veut nous se réveiller. D'ailleurs, l'Afrique n'est pas réveillée, c'est le Sahel qui est en train de se réveiller petit à petit, on essaie de nous assommer. Et on nous dit non stop, l'énergie verte, tout le monde. Donc vous voyez en fait le jeu du type. Maintenant, les marchés de consommation, comme je dis, la population elle grandit, et plus la population grandit, plus la consommation est large. Donc, sécuriser ces terres, contrôler ces terres, c'est sécuriser les marchés pour les commerces. Aujourd'hui, quand vous voyez des pays comme la Turquie s'intéresser à l'Afrique, bien sûr, il y a les partenariats, mais aussi les intérêts économiques. D'abord, avant tout, les intérêts économiques. C'est ça les relations internationales. Ces gens, ils veulent avoir les matières premières, mais aussi vendre les produits finis. Est-ce que nous, en Afrique, on va rester éternellement des fournisseurs de matières premières et des consommateurs de produits finis? Donc, on doit aussi se poser ces questions-là. Ensuite, le marché des armements. Tous ces grands pays que vous voyez, y compris le pays dans lequel nous sommes, qui sont des grands fabricants d'armes. Mais quand vous fabriquez une arme, il faut qu'elle se vende. C'est des milliards qu'on injecte pour la technologie, pour la fabrication. Et si vous ne vendez pas ces armes, qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes en faillite. Et si la terre entière est en paix, qui va payer des armes? La question se pose. Et maintenant encore,
Si eux qui fabriquent les armes, la Russie, la Chine, les États-Unis, ainsi de suite, disent ok, il n'y a pas de guerre, alors on va se faire la guerre entre nous. Mais ils vont s'entretuer. Et nous, les soi-disant pays pauvres, mais on va se lever. Alors qu'est-ce qui se passe? On vous pousse, vous, les pays qui sont désorganisés. Le bloc occidental dit à la CEDEAO, allez-y, on va vous donner les armes, on va vous donner les soutiens, allez-y, attaquez, rétablissez la démocratie. On est prêt à vous donner hélicoptères, armes, chars, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, les États de l'AIS vont aller courir vers la Chine et la Russie, qui va aussi nous donner naturellement des armes, bien sûr, en nous disant qu'on nous aide. Mais pendant ce temps, les grands marchands d'armes se frottent les mains. Tous ces enjeux, en fait, ce n'est pas des calculs simples, ce sont des gens qui sont assis et qui réfléchissent, qui élaborent des scénarios sur la vie des autres pays, qui disent, dans cette partie, on va aller faire la guerre parce qu'on a besoin de vendre des armes. C'est ça la réalité de la géopolitique internationale. Il n'y a ni pitié, ni honte, ni humanisme. Maintenant, pour les enjeux stratégiques, j'ai énuméré 4 points. J'ai parlé de la transition énergétique, on sait tous ce qu'il en est, les réserves d'eau douce souterraines, les risques d'effet de contagion. Pourquoi est-ce que le Sahel, on veut coûte que coûte étouffer le Sahel? Chers amis, vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont au courant de ce qui se passe au Congo. Ce qui s'est passé au Congo avait commencé depuis les années 80. D'ailleurs, depuis les années 70, après le meurtre horrible de Patrice Lumumba, on a créé des groupes armés en pratique. Dans les années 90, ces rébellions ont pris puissance avec un chef de guerre très renommé qui s'appelait Laurent Nkunda. Et aujourd'hui, vous avez le M23. Aujourd'hui, vous avez un mouvement M23 qui est capable de défier un État comme le Congo, de ses 100 millions d'habitants. Le Congo, c'est 100 millions, c'est plus que la population de Mali, du Burkina et du Niger réunis. Donc là, vous avez un pays qui a mis à mal par un groupe rebelle. Ce groupe rebelle, on l'accuse, un pays comme le Rwanda, de le soutenir. Mais est-ce que le Rwanda fabrique les armes? Aujourd'hui, les M23 disposent des missiles solaires pour abattre des avions et des drones. Est-ce que le Rwanda en fabrique? Beaucoup de gens, des frères africains, on est en train de pousser les Africains pour dire ah non, écoutez, c'est le Rwanda. Certains disent non, il faut qu'on attaque le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est juste un cheval de Troie. Le virus est derrière. Qui fabrique les armes? Qui finance les armes? Est-ce que le Rwanda a la finance pour payer ces armes en 2023? C'est les questions qu'on doit se poser. Et c'est le même scénario qui était prévu pour le Sahel. Le même, et d'ailleurs pire encore. Pire. Où on avait plusieurs groupes. Tantôt c'est Moujao, tantôt c'est Jni, tantôt c'est Acmi, tantôt c'est Boko Haram, tantôt c'est ceci, cela. Et tous ces groupes-là, au centre de tous ces groupes, on est venu, on a créé des groupes de missions militaires des Nations Unies, MINUSMA, Force Barkhane, Force Takuba. Et ces forces s'appellent des forces d'interposition. Mais interposées entre qui et qui? Vous avez d'un groupe Acmi, Al-Qaïda, Moujao, Boko Haram. Et vous avez de l'autre côté les États et les populations. Et ces forces-là d'interposition, elles s'interposent entre qui et qui? Et une autre question. Pensez-vous que l'homme occidental, avec tous les avantages de vie, le luxe qu'on vit ici, même si ce n'est pas l'Occident, on sait que le niveau de vie, le confort n'est pas le même que chez nous. Pensez-vous un seul instant, quelqu'un va quitter le confort de la France, de l'Allemagne, avec tout le luxe qu'il y a là-bas, la belle vie, pour venir en plein milieu du désert, pour vous protéger, vous? Sérieusement. Donc, c'est des questions simples. Une fois qu'on les pose de cette manière, on se rend compte en réalité de l'envergure de la fourberie, de la tricherie, du mensonge. Mais en réalité, cela n'est pas, c'est de la géostratégie. C'est ça la géopolitique internationale. Donc, le dernier, c'est ce qu'on appelle les théâtres d'opération militaire. Les théâtres d'opération militaire, vous avez des gens qui fabriquent des drones, des grenades, des bombes, tout type de bombes, des avions de chasse, des systèmes de traquage, des systèmes de brouillage. Mais où vous allez les tester? Si les États-Unis fabriquent des bombes, vous pensez qu'ils vont les tester où ça? Au Texas?
Posez-vous les questions. Il leur faut des théâtres d'opérations militaires où on va tester des simulations de guerre, où on va tester des armes, où on va tester des armes bactériologiques, biologiques, où on va potentiellement, lorsque la guerre entre les deux puissances devient inévitable, ils vont appeler ça la guerre froide. Mais vous savez, la guerre froide dont on parle, beaucoup de gens pensent la guerre froide, oui, la guerre froide. Mais c'est quoi la guerre froide? C'est une guerre où des États puissants se font la guerre, mais pas contre eux-mêmes. Ils utilisent d'autres pays tiers qui se battent entre eux. Et cette guerre froide qui a duré des années 60 aux années 90, où est-ce qu'elle s'est matérialisée? On voit la guerre du Vietnam, où vous avez le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord. Le Sud soutenu par le bloc occidental et le Nord soutenu par le bloc communiste. La séparation des guerres de Corée, en 1956. La guerre d'Indochine. Les guerres au Cuba, ou disons les tentatives de déstabilisation du Cuba. Les révolutions bolivariennes. En Afrique, nous avons des guerres qui se sont faites par les révolutionnaires tels que Agostinho Neto, Samora Machel, Amilcar Cabral. En tant qu'Africain, on doit lire l'histoire de l'Afrique. C'est très important, mes chers amis. Donc, la guerre froide, quand on parle, en fait, c'est un mensonge où des États utilisent des tierces parties des pays faibles qui vont s'entretuer dans une guerre chaude, pendant qu'eux, ils font la guerre, mais pour eux, c'est froid parce qu'il n'y a pas de guerre. C'est cela le contexte. Alors, en ce qui concerne les défis, il y a 4 questions que j'ai élaborées ici. Vous savez, c'est très bon de parler de l'AES, de parler de libération, de parler de souveraineté, n'est-ce pas? De dire oui, on a renversé des régimes, oui, on s'est unis. Mais il faut se poser les vraies questions. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de... Il ne se pose pas. Ces questions sont posées. Et les gens savent des réponses. Mais maintenant, les questions dont on doit se poser ici en tant que jeunes, intellectuels. Parce que, chers amis, vous savez qu'au Niger, le taux d'éducation, c'est 27%. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ça, c'est le taux général. Quand on prend l'enseignement supérieur, on est combien? 3, 4, 5%. Combien d'entre nous dépassent le cadre de licence? Combien d'entre nous dépassent le cadre de master? Combien de Niger aujourd'hui atteignent le doctorat? On n'a même pas 10 000 doctorats au Niger. On n'a même pas 5 000. C'est-à-dire que le niveau d'éducation est très bas. Donc, ce qui veut dire quoi? On doit être à mesure, nous, en tant que jeunes intellectuels, futurs de notre pays, parce qu'on est l'avenir de notre pays, se poser cette question-là. Quelles sont les stratégies de sécurité et de défense face à ce qui est en train de se passer? On sait que le monde est en train de changer. On sait que le monde va vers une confrontation, mes chers amis. Ce qui est en train de se passer en Ukraine, il ne faut pas voir cela comme dans un rêve, non. On peut prier, on peut tirer le chapelet, mais quand ça va venir, ça va venir. On ne prie pas plus que les Syriens. On n'est pas plus musulmans que les Palestiniens. On n'est pas plus croyants que les Libyens. Dieu ne nous aime pas plus que les Congolais, vous savez. Dieu aime chacun. Donc, si ça arrive dans notre pays, c'est que ça peut arriver. Mais l'avantage, c'est que si on est conscient de ce qui va venir et qu'on se pose les bonnes questions, alors on est à mesure de s'unir derrière un seul idéal. Plutôt qu'on nous divise, plutôt qu'on essaie de monter d'autres pays au nom de la démocratie. Alors, quelles sont les stratégies de défense? Avec qui devrait-on s'allier? Comment combattre cette terrorisme? La deuxième question, quelles sont les politiques de formation et d'emploi de la jeunesse? J'ai dit bien formation et emploi de la jeunesse. Aujourd'hui, une grande partie de la population nigérienne, c'est-à-dire plus de 70% de la population nigérienne n'est pas éduquée. Et pire encore, elle n'a pas d'expertise, il n'y a pas d'expertise manuelle. Ils ne savent pas faire, ils n'ont pas de formation manuelle. Alors comment créer un pays développé dans ce sens? Est-ce qu'on se pose les questions? Est-ce que dans nos différents ministères, dans les différents gouvernements qui se sont déroulés depuis 1990 avec l'avènement de la démocratie, est-ce qu'on a des politiques claires dans notre constitution qui dit chaque année, on doit employer tel nombre de jeunes? Et voilà comment on doit le faire. Donc je pense que nous sommes dans une période de transition. Il y aura des assises. Et en tant que Nigériens vivant ici en Turquie, nous devons et nous allons avoir notre mot. On s'organise pour ça. Et on va s'organiser. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes ici. Je pense qu'au Niger, aujourd'hui, à l'exception peut-être de Abdou Moumouni, il n'existe nulle part ailleurs un cluster de jeunes qui sont en grande partie éduqués. Et même ceux qui ne sont pas allés à l'université parmi nous ici,
ont l'expérience de la vie. Parce que imaginez quelqu'un qui quitte sa famille pour venir vivre à Istanbul sans père ni mère, sans personne pour le supporter, se lever le matin, aller nourrir, travailler et nourrir sa famille. C'est un défi colossal. C'est une expérience que personne, quelqu'un qui est resté au Niger, même s'il a un diplôme de doctorat, n'a pas. Donc même nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui ici, à Istanbul, pas dans les cas d'études, il faut le tirer chapeau. Parce que c'est un défi. Il faut être brave pour ça. Donc, nous avons notre mot à dire et nous allons avoir notre mot à dire dans les assises qui auront lieu au Niger. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce qu'on a une plateforme pour dire, aujourd'hui, en tant que Nigérien vivant en Turquie, qu'est-ce qu'on va amener à cette transition du CNSP? On doit le faire. Et on va le faire. Mais... La Boussonino. La Boussonino. Alors, le troisième point, c'est le point le plus critique. Chers amis, c'est un point sur lequel vous pouvez poser toutes les questions, sans filtre, sans embâche. Nous sommes dans un cadre de discussion. Et ça engage notre pays. C'est pour des Kassani. Les réformes du système politique. Depuis 1990, le Niger est dans le système qu'on appelle la démocratie libérale, la démocratie multipartite. Je peux vous dire aujourd'hui, sans embâche, que la classe politique nigérienne dans son intégralité, il y a des individus qui ont bien fait, mais dans la généralité, elle a échoué. Elle a échoué. 30 ans d'exercice politique. Combien de coups d'État? 4 coups d'État. Et prenez peut-être à l'exception du dernier, tous les autres coups d'État qui se sont précédés, c'est des crises politiques intestines. 1994-95. Vous avez un gouvernement en Ousmane qui s'est éclaté, où la majorité s'est retrouvée avec l'opposition. Il s'est retrouvé en cohabitation. Il a dissous la Constitution. Une crise politique s'en est suivie, coup d'État. 1998-99. Vous avez la même personne, le feu Ibrahim Barry Menassara, qui avait renversé et qui a vu toute la mécène qui était dans la classe politique, avait décidé de s'y mettre aussi. Mais c'est sans compter que la politique, c'est aussi un autre art, où on fait tous les coups sont permis. Et encore, ces mêmes politiques se sont retournés contre lui. Et notre très cher Barré, paix à son âme, a payé les pots cassés. Et nous portons le poids de l'humiliation de ce crime odieux et tragique. Parce que jusque-là, la famille de Ibrahim Barré Massala n'a pas eu justice. 2009-2010, crise politique. Pour une tentative de révision de... C'est-à-dire, d'abord, pour un référendum qui, selon le droit constitutionnel et politique, est tout à fait légal. C'est une prévision de la Constitution. Tout à fait légal. Ce pays l'a fait. Ils ont fait une révision, ils ont fait un référendum. D'autres pays l'ont fait. La classe politique s'est réunie, on a fait un coup d'État, boum, 10 ans en arrière. Nous avons eu une gouvernance qui est là, avec ses avantages et ses défauts. 30 ans d'exercice politique, chers amis. Le Niger est plus mal. Donc, quelles sont les réformes politiques? Vous voyez la question? Maintenant, ces réformes politiques, quand je parle, est-ce que la question que je vais vous poser aujourd'hui, est-ce que au Niger, on doit laisser le devenir du peuple dans les mains des partis politiques? Ou bien, on doit élaborer un programme de développement du Niger sur 50 ans pour dire chaque parti politique qui vient, voilà les objectifs à atteindre, soit vous les faites, soit vous dégagez. Ou bien on va laisser chaque parti politique qui vient, je dis, ah, moi je vais vous faire 1000 classes, 1000 barrages, moi je vais vous faire Niamey Niala, moi je vais vous faire ceci. Et dès qu'il quitte, un autre vient avec son programme, il les trace à zéro. C'est l'éternel recommencement. On doit revoir le système, le jeu politique. Et les derniers, c'est les objectifs majeurs, moyens et long terme. Qu'est-ce qu'on veut devenir en tant que nation? Est-ce qu'on va toujours passer notre temps à souveraineté alimentaire? Prenez les dernières 20 années, toujours on parle de sécurité alimentaire. Quels sont les objectifs du Niger? Chers amis, j'aimerais conclure cette présentation sur ce point-là. Merci pour votre aimable attention.
Alors, nous avons un quart d'heure pour les questions, les échanges. Toutes les questions, sans filtre, sont les bienvenues. Les suggestions aussi. Et aussi tout ce que vous pouvez ajouter. Voilà, merci. Et je tiens d'abord à remercier le docteur Massaoud pour sa brillante présentation. Il est pour nous aussi un doyen, mais aussi une source d'inspiration. Donc, vous avez fait un peu l'histoire après la... Pardon. Vous avez fait un peu l'histoire après la Seconde Guerre mondiale d'un monde unipolaire, n'est-ce pas? D'un monde bipolaire à un monde unipolaire jusqu'à aujourd'hui. Et ces dernières années, justement ces 3 dernières années, nous sommes témoins d'un changement, surtout dans la zone du Sahel. Avec la création de l'AES aujourd'hui, quel avenir pour l'AES? Est-ce que l'AES est en train de concurrencer la CEDEAO? Si telle est la question, qui sortira gagnant? Merci. Au moins si j'ai posé une question, parce que j'ai vu, c'était une présentation vraiment extraordinaire, mais les gens dormaient. Donc, alors, donc je voudrais essayer de répondre à cette question en disant tout simplement que ce qui est en train de se passer, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, en fait, c'est un déboulonnement de la CEDEAO. La CEDEAO a commis l'erreur fatale de se voir comme étant une organisation supranationale. Vous savez, les organisations internationales ont plusieurs caractéristiques. Il y a les organisations interétatiques, il y a les organisations régionales et autres. L'organisation régionale qui est la CEDEAO, c'est une organisation interétatique. Donc, elle n'a aucun droit de pouvoir sur les États. Ce n'est pas une organisation supranationale. Une organisation supranationale, c'est une organisation dans laquelle les États membres ont abdiqué à leur souveraineté. Ils ont renoncé à leur souveraineté et que cette organisation les commande. Et dans le cas de la CEDEAO, non. Alors, la CEDEAO a commis un péché capital, qui est de s'approprier un rôle qui n'est pas le sien. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, la création de l'AES. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du monde multipolaire qui est en train de se créer. Ce monde multipolaire, il y a des puissances qui vont contrôler des régions. Donc, il n'y aura plus une puissance qui va contrôler le monde. Il n'y aura pas deux puissances qui vont se partager le monde, comme à l'époque de l'URSS, mais il y aura plusieurs zones de contrôle dans lesquelles il y aura une puissance régionale. À titre d'exemple, la Chine va contrôler toute la région, c'est inévitable. Il y aura des frictions avec le Japon, avec l'Inde, avec les États-Unis, avec Taïwan, mais la Chine restera le dominant, le maître hégémonique de la région. Les États-Unis vont contrôler l'Amérique du Nord, qui n'a que 3 pays, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, bien sûr. Le Brésil, l'Amérique du Sud. L'Union européenne, en tant qu'entité, va rester maître de sa zone. Mais aussi, vous avez dans cette zone, vous avez des acteurs un peu plus belliqueux et avec plusieurs conflits. Vous avez la zone du Moyen-Orient qui est très compliquée, où vous avez des pays tels que la Turquie, tels que l'Iran, tels que l'Arabie Saoudite, qui se disputent le rôle de l'hégémon. Et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne l'Afrique, il n'y a pas de puissance en Afrique. Les 2 pays qui peuvent naturellement prétendre à ces puissances, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et malheureusement pour le Nigeria, ils se sont fait haïr. Avec leur leadership qui a failli dans la CEDEAO, le Nigeria, aujourd'hui, je peux vous le dire, que le Nigeria a perdu sa crédibilité en tant que puissance régionale. Et aujourd'hui, la création de l'AES pose non seulement une menace pour la CEDEAO, mais aussi pour le Nigeria. La création elle-même n'est pas une menace pour la CEDEAO. Elle n'a pas été créée pour menacer la CEDEAO.
Mais lorsque ces États vont rentrer dans le cadre d'une confédération, leur pouvoir géopolitique, géostratégique et économique sera incontournable à tel point que toute puissance hors africaine qui veut traiter avec l'Afrique doit traiter avec l'AES. Mais comme je l'ai dit, les dernières questions, les derniers défis, est-ce qu'on va prendre compte de ces questions-là? Est-ce qu'on va les résoudre? Si on arrive à résoudre ces questions à faire, on sera une puissance incontournable parce qu'on a tous les atouts pour être une puissance. Donc, l'AES aujourd'hui, c'est le premier État confédéré de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est la base de l'Union de l'unité africaine. Tout ce rêve du panafricanisme est incarné par l'AES. Donc, si vous pensez que l'AES est une puissance, oui, elle est une puissance, mais à une condition. Si et les dirigeants et les peuples sont dans une même vision. Je pense que j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonsoir, Dr. Massoud. Donc, moi, ma question, ça serait plus précisément sur la création de la monnaie. Bon, d'un côté, je pense que l'AES, peut-être je me trompe, a fait ce qu'on appelle le charia avant le bœuf. Parce qu'il faudrait d'abord avoir un peu de stabilité, un peu de force pour c'est-à-dire se retirer de ces piliers c'est-à-dire qui sont un peu les seuls points sur lesquels on compte pour... Voilà, malgré que le CEDEAO est devenu, c'est-à-dire le champ noir des blancs, mais malgré tout ça, je pense qu'il n'est pas le moment de se retirer, peut-être, sauf en cas d'erreur, de ma part, bien sûr. Et la deuxième des choses, je pense que nos pays africains, plus précisément l'AES, on est en train de gravir à la vitesse supérieure les échelons, à telle sorte qu'on est en train de, c'est-à-dire de les grimper sans faire attention aux erreurs du passé. Donc je ne sais pas le raisonnement que j'ai tenu vraiment, si c'est ça ou bien il y a des ambiguïtés. Merci bien. Merci pour la question, M. Sidi. Donc voilà. Votre question, en fait, relève, si je peux dire, d'un certain nombre d'inquiétudes. Mais ce que je peux dire, c'est que au niveau des différents membres de l'AES, États membres de l'AES, il y a un comité d'experts qui est établi. Certains experts sont connus, d'autres sont pas connus. Et ça, c'est pour des raisons stratégiques que certaines structures, certains cadres de concertation ne sont pas révélés. Donc, il y a des discussions qui sont en bas, dont on n'est pas au courant. Mais en ce qui concerne le fait de la création de la monnaie ou de la sortie de la CEDEAO, je pense que la sortie de la CEDEAO est la seule option qui restait. Lorsque vous avez, pendant que votre maison brûle et que vous cherchez secours, les autres viennent vous dire, ah non, chez vous, vous n'avez pas respecté l'heure de fermeture de la porte ou l'heure de l'ouverture de la porte, non, on va venir pendant que votre maison brûle. C'est-à-dire que la CEDEAO est devenue une institution hors sol, pilotée de l'extérieur, qui est en total déphasage avec les intérêts de ses membres. Je vous donne un simple exemple, parce que vous savez, on discute ici de manière intellectuelle et intelligente. Il ne faut pas prendre les choses comme étant politiques. Oui, il y a eu un président qui a été renversé démocratiquement, d'accord. Mais lorsque la CEDEAO est venue au Niger, vous savez, après les sanctions, elle a coupé l'électricité sans préavis, pendant qu'il y a des gens qui étaient sous les lits d'hôpitaux en train d'être opérés. Les enfants sont des couveuses. Vous imaginez le nombre de morts que cela a causé? Pendant que le pays a été coupé de l'accès aux médicaments, aux produits de base, la CEDEAO, son seul problème, sa seule préoccupation, quand est-ce que vous allez faire les élections? On ne vous demande pas comment vit votre peuple. On ne vous demande pas comment va le peuple nigérien. Et on vous dit non, non, c'est pour le peuple qu'on l'a fait. Quand vous avez une institution comme ça, oui, il faut demander peut-être la libération de l'ancien président, la libération... D'accord. Mais il faut tenir compte que le comportement aussi affecte le peuple. Donc la CEDEAO est complètement déconnectée de la réalité. Et pire, je vous le dis, lorsque une institution a des étrangers, il faut le dire, sans embâche, des étrangers
qui vient, parce qu'étranger, la CEDEAO appartient à l'Afrique de l'Ouest. Même un Africain du Congo qui vient, c'est une ingérence. Dans la CEDEAO, un Congolais, c'est un étranger. Mais quelqu'un quitte un autre continent, traverse toutes les mers à coup d'avion et il vient dire je suis venu assister pour m'enquérir de ce qu'il va en être. Ou un président étranger, il dit je vais appeler un tel président pour lui dire qu'il faut prendre des mesures. Et le lendemain, on prend des mesures. Mais rester dans cette institution n'est plus censé. Ensuite, il concerne la monnaie. Vous savez, la monnaie, on n'a pas besoin de quitter le CEPA pour faire une monnaie. On peut créer une monnaie parallèlement au CEPA. La preuve en est, aujourd'hui, l'Angleterre était membre de l'Union, c'est-à-dire dans la zone euro. Elle a toujours gardé le pound. Même si l'Allemagne aujourd'hui a mis en latence le Deutsche Mark existe toujours, malgré qu'elle est dans l'Union européenne. Donc, on peut créer notre monnaie sans avoir à abandonner le CEPA et de manière progressive, on va récupérer nos réserves. De manière progressive, on va assouplir les relations économiques et les relations commerciales. Et on va dire. Mais, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le CFA, c'est une monnaie nazie. C'est une monnaie de domination. C'est en fait un symbole de l'humiliation et de domination occidentale sur l'Afrique. Donc, quitter le CFA, ce n'est même pas une chose à discuter. Mais il va falloir le faire avec, pas sur un coup de tête. Et je pense qu'aujourd'hui, les États de l'AES ont assez de cadres et d'experts dans ce domaine. J'ai confiance à ce processus-là. Quand est-ce que ça va se faire, c'est que c'est dans cette année. Maintenant, quelles seront les clauses? Là, on ne sait pas. D'accord. Une autre question? Merci, M. Massaoudi, pour cette présentation qui est à la fois constructive et instructive. Mais il y a un détail que moi, je n'ai pas compris. Le fait de dire ou bien d'affirmer que la création de l'AS peut être considérée comme une menace à la CEDEAO. Du point de vue calcul, tactique, stratégique et même géostratégique, pour qu'il y ait une menace, il faut qu'il y ait clash d'intérêts, entre les intérêts des pays. Bon, c'est ce que moi je n'ai pas compris, en quoi ça peut être une menace pour le Nigeria ou bien pour la CEDEAO, du point de vue général. D'accord. Donc, j'avais bien et bien précisé que l'objectif de la création de la CEDEAO n'était pas de représenter une menace. Mais le fait même que cette l'objectif de la création de l'AES, ce n'était pas de représenter une menace pour la CEDEAO. Mais la création de cette institution, de cette confédération, parce que l'AES, ce n'est pas une organisation. Il faudra bien le noter. L'AES, ce n'est pas une organisation. C'est une alliance qui a jeté les bases de confédération. On ne peut pas être une fédération pour le moment, c'est trop rapide parce qu'on a déjà les graines des États indépendants. C'est très difficile d'être une fédération. C'est très difficile. Mais on va d'abord vers une première étape qui est la confédération. Donc c'est différent, ce n'est pas une organisation. Alors, en quoi est-ce que la réussite de l'AES va sonner le glas de la CEDEAO? Si l'AES réussit, bien sûr, il faut qu'elle réussisse. Si elle échoue, alors là, c'est catastrophique. Mais si elle réussit, c'est que d'autres États vont se rejoindre. Et je vous donne la population la plus jeune au monde et la plus dynamique au monde en termes de croissance. Aujourd'hui, regardez, le port du Bénin est géré à plus de 70%. En fait, quand je dis géré, c'est-à-dire les activités du port autonome de Cotonou, c'est le Niger. À plus de 70%. Aujourd'hui, tout va mal là-bas. Juste le Niger. Bien qu'on importe du Togo, de Lomé, du Ghana aussi, de la Côte d'Ivoire. Imaginez si l'AES dit à un seul État frontalier qui a accès à la mer, peu importe cet État, qu'il soit le Ghana, qu'il soit la Guinée, la Côte d'Ivoire, n'importe lequel de ces États disent, ok, on va vous donner 30% de toutes nos importations. On va vous donner un privilège exclusif où 30% de toutes les importations de l'AES vont passer par votre port. Mais je peux vous dire, ce pays-là va se plier à 4 pour satisfaire les besoins de l'AES. Parce que 30%, un tiers des importations de l'AES, c'est plus de 25 millions d'individus. En termes de revenus, c'est plus de 300-400 milliards s'il faut faire les calculs. Pour n'importe lequel des pays. Donc,
une fois que l'AES, si aujourd'hui l'AES réussit et qu'elle dit à n'importe quel pays, je vous donne un tiers, un quart, la moitié des importations doit passer par vous, mais nous voulons signer des accords. Tel accord, je peux vous dire une chose. Ces pays-là ne réfléchiront pas à deux fois. Parce que l'avantage que nous avons par rapport à tous ces pays soi-disant côtiers, mais écoutez, le Nigeria a ses ports, le Bénin a son port, n'est-ce pas? Le Togo a son port, le Ghana a son port, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, tous ces pays ont son port. Alors qui va utiliser le port de qui? Personne. Si nous, on se rabat vers le Nigeria, on dit, alors Nigeria, on veut utiliser votre port, 30% de nos importations. Mais je vous dis, le Nigeria va venir à quatre pattes, en courant. Peu importe son économie. N'importe quel pays. Nous avons cette capacité. Il suffit maintenant de nous organiser et de les mettre en pratique. Nous avons un accès stratégique. Si aujourd'hui, on développe le réseau ferroviaire dans notre zone pour relier l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, tous les pays vont se mettre à notre porte. C'est à nous de le faire. On a une position stratégique, plus stratégique que les pays côtiers. Je vous dis, il y a une seule pièce du puzzle qui manque. Et vous savez, comme on dit chez nous, il faut laisser le mouton courir. Hein? Tabaski, ça va venir, il va revenir. Ça va revenir dans le jour. Une autre question? Donc, bonsoir à tous. Ma question sera toujours relatée par rapport à l'Alliance des États du Sahel. Et en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, ne pensez-vous pas que, au même titre que la Fédération du Mali, il y a eu lieu entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta du Mali, ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir des problèmes de leadership au sein même de l'Alliance des États du Sahel qui pourraient en tout cas, comment on appelle ça, miner justement le développement entre cette alliance? C'est une très bonne question d'ailleurs. Je n'ai pas retenu votre nom. Mohamed. Monsieur Mohamed, c'est une très bonne question. D'ailleurs, une question très pertinente. Vous savez, et pourquoi je suis vraiment très ravi de cette question? Tout simplement parce que il faut toujours voir aussi le côté problème. Parce que si on dit que non, on va aller, il faut regarder le problème. Et c'est en analysant les différents scénarios de problèmes qui peuvent exister qu'on peut maintenant créer des scénarios pour résoudre ces problèmes-là. Oui, les problèmes peuvent survenir. Oui, les problèmes vont survenir. Mais vous avez évoqué la fédération du Mali, qui avait le Sénégal et le Mali à l'intérieur. Là, ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Et une confédération, elle peut avoir plusieurs présidents, plusieurs capitales, plusieurs parlements. En fait, c'est des États indépendants, pas comme la fédération américaine ou la fédération du Nigeria ou la fédération mexicaine. C'est des États indépendants qui rentrent dans une alliance. Et la confédération a des outils. Par exemple, les outils c'est-à-dire la collaboration internationale. Ces trois États vont dire, OK, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus fixer le prix de l'or selon le quota international, nous allons fixer notre propre prix de l'or. Je vous donne un petit exemple que beaucoup d'entre vous, on a utilisé les médias. Au Niger, jusqu'en 2021, le Niger produisait plus de 4000 tonnes d'uranium. On était le 4e producteur mondial. À partir de 2021, on a fermé la Cominac. Moi, je suis né et grandi à la Cominac. Je suis un produit pur. On a fermé la Cominac qui produisait 2500 tonnes. Donc, nous avons perdu 60% de notre production et nous sommes revenus au 7e classement mondial. Nous avons l'une des réserves les plus gigantesques au monde. Aujourd'hui, le Niger a la possibilité de déstabiliser le prix mondial de l'uranium. Et une autre information, la troisième mine qui a créé tous les problèmes entre l'ancien président Feu Tanja, paix à son âme, et la France, c'était l'ouverture de la mine du Mouraren. Il y a en existence 3 mines qui ont existé. La mine de la Somaïr, qui exploitait 2000 tonnes, la Cominac 2500 tonnes, et une petite mine exploitée par les Chinois Azélique, qui exploitait 300 tonnes. Négligeable. Maintenant, il y a une autre qui est exploitée par une société canadienne. Mais la seule mine du Mouraren allait exploiter 5000 tonnes. C'est-à-dire le Niger allait devenir soit le premier, soit le deuxième producteur après le Kazakhstan.
Et notre capacité, si on n'avait pas fermé la communale et que l'Ivoirien était en marche, nous allions produire plus de 9500 tonnes d'uranium. Et 9500 tonnes d'uranium, ça ne sera pas 7% de la production mondiale. Ça sera plus de 18% de la production mondiale. Et on va déterminer les prix. De la même façon que l'Arabie Saoudite a la capacité de faire chuter ou de faire monter le prix du baril, de cette même manière, le Niger a ses capacités. Donc, il y a cet avantage. Et une fois qu'on est trois, au lieu de négocier en tant qu'État, en tant que Niger, nous avons deux États avec nous qui vont dire « Eh oui, tout pays qui veut traiter avec nous aussi doit se plier aux exigences et aux obligations du Niger. » Et la même chose avec l'or du Mali, la même chose avec le pétrole du Niger. En fait, comme on dit, l'union fait la force. Et c'est ça les avantages. Donc, ce n'est pas aller dans un système unitaire où il y a un président, un parlement et non. Ça, c'est peut-être sur le long terme stratégique. Mais pour le moment, c'est une confédération avec des États autonomes indépendants qui vont s'allier et qui vont avoir une même vision plus politique axée sur l'interne. Mais la politique interne va relever en fait des populations internes, des Nigériens, des Burkinabés et autres. C'est plus la politique externe. Merci beaucoup, monsieur le conférencier.